tous et merci de nous retrouver en cette fin de semaine sur Monaco Info. Voici tout de suite le sommaire de cette édition. Vous retrouverez la 6e édition de la Monaco Blue Initiative qui s'est clôturée ce vendredi au Yacht Club de Monaco. L'ACM a célébré son 125e anniversaire jeudi soir au Grimaldi Forum en présence de près de 4000 convives. Coup de projecteur sur le challenge de tir Prince Albert II qui s'est déroulé en principauté. Nous nous rendrons à la salle Garnier pour le gala de fin d'année de l'Académie Princesse Grace, c'est vendredi et samedi, intitulé Les Lacs des Cygnes. Le Jumping International de Monte-Carlo a débuté ce jeudi, retour sur cette édition anniversaire. Et nous retrouverons en invité de ce journal Charlotte Casiraghi qui nous parlera de sa passion pour l'équitation et sa participation au Jumping International de Monte-Carlo. Pour débuter ce journal, direction le Yacht Club de Monaco où s'est ouvert la 6e édition de la Monaco Blue Initiative. Cette année, l'aquaculture est au cœur des débats. Plus de détails dans ce reportage signé Émilie Rousseau. Après le Chili, la Monaco Blue Initiative était de retour en principauté en fin de semaine. C'est au Yacht Club de Monaco que décideurs politiques, acteurs économiques, scientifiques, ONG se sont rassemblés pour la 6e édition pour débattre des défis mondiaux de la protection des océans. Cette année, l'aquaculture était au cœur des discussions, un thème qui avait déjà été à l'ordre du jour à Santiago l'an dernier, mais qui a été plus longuement approfondi au Yacht Club. Cette activité peut notamment être une solution au problème de la surpêche en eau libre. La production mondiale de poissons de consommation issus de l'aquaculture a d'ailleurs plus que doublé en l'espace d'une dizaine d'années. Il faut absolument aujourd'hui que l'humanité se tourne vers l'aquaculture parce qu'on est arrivé au bout de la capacité de la pêche, on pourrait dire la chasse en fait, des poissons sauvages. Mais par contre, ce qui est extrêmement important, c'est que cette évolution vers l'aquaculture doit se faire de façon durable. Parce qu'en effet, les premiers essais d'aquaculture, que ce soit de saumon ou de thon, sont en fait catastrophiques. Pour vous donner un exemple, pour produire 1 kilo de thon ou de saumon, il faut aller pêcher 7 kilos d'anchois dans la mer. Donc ça, c'est pas bon du tout pour résoudre le problème de la production d'énergie et de protéines pour nourrir le monde. Mais il y a des solutions. On peut progressivement apprendre au saumon à manger des végétaux ou alors plus simplement faire de la culture de poissons plus végétariens comme le tilapia. Ou alors faire de la culture d'algues ou d'huîtres. En plus, ce n'est pas désagréable à manger. La dernière session de cette Monaco Blue Initiative aura également permis d'analyser les avancées récentes du Blue Carbon, capacité de l'océan à absorber et séquestrer du CO2. Et c'est un des deux sujets de cette 6e édition de la Monaco Blue Initiative, c'est d'essayer de mettre l'accent sur le rôle que les mers et les océans peuvent jouer en matière d'atténuation du changement climatique. On est dans une année décisive dans ce domaine avec la conférence de Paris à la fin de l'année et il faut songer que les mers et les océans doivent être préservés, qu'on doit y développer des aires marines protégées parce que leur potentiel d'action en termes d'atténuation du changement climatique est absolument essentiel. C'est une donnée sur laquelle à Monaco on est très attaché parce que beaucoup de gens travaillent, que ce soit dans la fondation, que ce soit au centre scientifique, à voir comment effectivement les liens entre océan et climat peuvent être davantage mis en évidence, encore une fois, compte tenu du rôle essentiel que jouent les océans dans ce domaine. Vous l'aurez donc compris, le carbone bleu est une réponse intéressante aux questions de l'utilisation des ressources marines en lien avec le climat. Cette Monaco Blue Initiative se sera achevée par les conclusions des différents modérateurs des sessions et par un discours du Prince Albert II. Le Grimaldi Forum accueillait jeudi soir près de 4000 personnes à l'occasion des 125 ans de l'Automobile Club de Monaco. Retour sur cette soirée d'exception avec Dominique Poulain. Moment historique pour l'Automobile Club de Monaco, un jour qui convoque les souvenirs et les images. L'ACM a fêté ses 125 ans lors d'une prestigieuse soirée de gala organisée au Grimaldi Forum. Parmi les invités, le Prince Albert, le ministre d'État Michel Roger, de nombreux représentants des autorités et institutions monégasques, les membres du club bien sûr, et des invités de renom tels que Paul Belmondo ou encore Mika Hakkinen, accompagné de son épouse.
Pas moins de 4000 convives ont répondu présents à cet anniversaire, au cours duquel toute l'histoire du club a défilé, depuis un jour d'août 1890 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis fier d'une seule chose, c'est qu'on arrive à diriger un monstre comme l'Automobile Club, avec une équipe de gens bénévoles, à qui on fait une totale confiance et qui ne vous trompent pas. Car l'Automobile Club, une personne seule, ça n'existe pas. Une organisation de ce genre, c'est au-delà des 800-900 bénévoles dont on parle, c'est quand même un état-major restreint d'une trentaine de personnes qui ont de grosses responsabilités, qui sont bénévoles pour la plupart, ils y croient. Alors quand on a la foi, on soulève les montagnes. L'aventure de l'ACM débute le 26 août 1890, sous le nom de Sport vélocipédique de la Principauté. Il est né de la volonté d'une vingtaine de personnes passionnées de bicyclettes. 27 ans plus tard, l'automobile y est intégrée en raison de l'avancée technologique des véhicules à moteur. Ça s'est passé le 28 août 1890, j'ai de la mémoire, mais je n'y étais pas quand même. Quelque part dans l'avenue de la Gare, dans un petit estaminet, 21 personnes avec à leur tête celui qui est devenu après président de cette société de vélocipédie, il s'appelait, je ne sais plus, M. Muller, je crois, a fait la première réunion constitutive de cette société de sport mécanique, je dis bien sport mécanique, et puis qui s'est transformé avec les années, pour prendre le nom en 1930 d'Automobile Club, mais ça a toujours été la même lignée. Et ce n'est qu'en mars 1925 que le club devient l'Automobile Club de Monaco, une institution qui est à l'origine d'organisations de compétitions sportives comme le rallye Monte-Carlo ou encore le Grand Prix de Formule 1, considéré aujourd'hui comme l'une des plus prestigieuses courses automobiles au monde. L'ACM, c'est aussi la création d'un corps de commissaires, mais forcément, en plus d'un siècle d'existence, il y a eu également beaucoup de rires et de larmes aussi. Connaissez-vous un métier, une vie, des activités où il n'y a que de la joie? Ça n'existe pas. Mais c'est sans doute quand ça va mal que l'on se rapproche et c'est là que l'on rebondit pour le futur. Toute la soirée, les invités ont pu déguster un menu concocté par les plus grands chefs de la région. Aujourd'hui, la renommée de l'ACM dépasse les frontières monégasques et le club espère faire le lien entre ce brillant passé et un futur encore à écrire. Parlons du challenge de tir Albert II à présent, dont la 3e édition vient de s'achever en Principauté. Elle réunit de nombreuses équipes monégasques, françaises et européennes. Un reportage d'Émilie Rousseau. À l'origine, le challenge de tir Albert II avait pour but de mettre en opposition les carabiniers du Prince et les agents de la Sûreté publique de Monaco. Après quelques années d'absence, ce concours a été remis au goût du jour et est désormais un challenge international. Il accueille des binômes issus de différentes formations. Cette année, on pouvait compter sur la présence d'unités prestigieuses telles que celle de la Légion étrangère, de la Garde royale d'Espagne ou encore des forces de l'ordre du Luxembourg ou de Suisse et bien évidemment de Monaco. C'est important pour les carabiniers, pour la police, toute la force publique monégasque, de pouvoir rencontrer, créer des liens avec les équipes étrangères de nouveau. Pour eux aussi, c'est ce qu'ils aiment tout particulièrement, c'est pouvoir aussi se rencontrer, échanger sur leur technique d'apprentissage, leur façon de travailler, dépendant de quel pays ils viennent. Et puis évidemment le challenge, je suis ravie parce que tout le monde nous dit que c'est le challenge de tir le plus complet à tous les niveaux, sportif, tir, social également. Donc ça, j'en suis très fière. En tout, 7 épreuves sont au programme de ce challenge, des épreuves mettant en exergue la précision, la technique et la rapidité des tireurs, comme ici, dans cette villa aménagée pour l'événement. Il aura fallu 1 mois et demi de travail pour installer 16 caméras, un robot de tir automatique et faire de ce lieu un parcours explosif. Ici, on teste l'aspect tactique des équipes. Ils ont 20 minutes pour traiter le système. Il faut savoir que lorsqu'on traite ce genre de villa, il faudrait une colonne d'assaut de minimum 5 ou 6 personnes, voire plus. Là, donc, on inverse le problème, ils sont faits prisonniers. Ils doivent sortir et s'échapper. Donc, traiter les cibles, traiter toutes les menaces, ne pas tuer des amis s'il y en a, puisque c'est quand même super important. Vérifier chaque zone, chaque pièce, fouiller pour récupérer des munitions, pour récupérer des armements. Et étant donné qu'il y en a un otage, s'annoncer, s'identifier, récupérer l'otage sans le flinguer.
et l'extraire de la zone. Une nouveauté est venue s'ajouter cette année, il s'agit de cette épreuve de précision avec ce simulateur de tir où il faut viser juste et rapidement. Fort du succès de cet événement, les participants se sont d'ores et déjà donné rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition. Le prince Albert II a adressé ce vendredi après-midi une lettre au président de la République française suite à l'attaque de nature terroriste qui s'est déroulée à l'usine de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère. Il a notamment adressé ses pensées émues à la famille de la victime. Le souverain a également envoyé un courrier au président de la Tunisie après l'attaque terroriste survenue dans un hôtel de Sousse. Le gouvernement princier a lui aussi tenu à exprimer sa profonde compassion. Un mot sur les Jeux européens à Bakou, où le dernier athlète monégasque vient de concourir. Il s'agit de Cédric Bessy. Malheureusement, le judoka monégasque a perdu contre le monténégrin Nicolas Guzik-Paripon. Toujours en bref et en images, dimanche dernier était célébrée la fête des pères. À cette occasion, Georges Marsan a souhaité mettre à l'honneur les familles monégasques qui ont accueilli leur premier enfant cette année. Reçus à la mairie de Monaco, les jeunes parents ont été félicités par le maire et certains de ses adjoints. Lors de cette réception, les nouveau-nés ont reçu chacun un présent. L'Académie Princesse Grace présente ces vendredis et samedis son gala de fin d'année intitulé Les Lacs des Cygnes, un spectacle inspiré des nombreuses versions de ce célèbre ballet. José Sacré a assisté à la générale. Si vous aimez la danse, vous avez rendez-vous ce 26 et 27 juin à 20h à la salle Garnier avec les Talents de demain, le gala de l'Académie Princesse Grace auquel participent tous les élèves et en particulier ceux et celles qui terminent leur cycle de 4 années d'études et qui, aujourd'hui diplômés, vont intégrer des compagnies de ballet professionnelles. Pour ce spectacle, Lucas Massala a imaginé une soirée autour du lac des Cygnes avec des extraits de chorégraphie classique et contemporaine, Marius Petipa, Lev Ivanov évidemment, mais aussi Michel Rann, Matsek, Jean-Christophe Maillot et une pièce inédite de Marco Cook. Le lac des Cygnes, ce n'est pas vraiment l'histoire du lac des Cygnes, c'est un petit peu le vaisseau que j'utilise pour raconter une histoire. L'histoire d'un élève qui rentre dans une école, pas forcément l'école à Monaco, mais dans une école, les difficultés que cet élève peut vivre, ou de part avec le détachement avec la famille, tous les doutes qu'il peut avoir dans les années à venir, et à la fin, le départ avec à la main un contrat dans une compagnie. La musique du spectacle, c'est Tchaïkovski, encore une fois, pour la deuxième fois, joué par le jeune orchestre, qui est formidable. Cette année, c'est toute une soirée avec l'orchestre dirigé par Alessandro Crudele, qui a fait un travail formidable avec l'Académie de musique de Monaco. Une très belle collaboration qui donne un plus à ce spectacle de l'Académie de danse. Pour les jeunes artistes brésiliens Alex Acapoi et Nathalie Carver, c'est la fin d'une histoire, les années d'apprentissage et le début d'une nouvelle vie longtemps rêvée, celle de danseurs professionnels. Danser, c'est ma vie et mon rêve depuis que j'ai 3 ans, ou même avant, quand j'ai commencé à danser, je voulais être un danseur. Donc, oui, c'est vraiment un rêve que se tourne en réalité. Je suis très contente après ces 4 années que je suis là. C'est un moment très spécial pour moi parce que ça représente un nouveau début. Mais je suis un peu nostalgique aussi parce que dans cette académie, j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai de très bons souvenirs d'ici. Donc c'est un moment très spécial pour moi, cette présentation. L'édition 2015 du Jumping International de Monte-Carlo a débuté jeudi. 20 ans déjà que l'événement a été créé en principauté et 10 ans qu'il se déroule sur le port Hercule. Plus de détails sur cette édition anniversaire dans ce reportage. C'est un événement qui ne passe pas inaperçu en principauté. Depuis maintenant 10 ans, le Jumping International de Monte-Carlo a pris ses quartiers sur le port Hercule. Un cadre enchanteur pour les 80 cavaliers engagés sur ces 3 jours.
Sa présidente et fondatrice Diane Fissor n'imaginait pas l'envergure internationale que cette compétition allait prendre à sa création il y a 20 ans. J'ai commencé à organiser le jumping avec Eric Waters, ça c'était il y a 20 ans. Les débuts ont été un peu chaotiques parce que dans le chapiteau c'était quand même pas évident. C'était un endroit exceptionnel et magique mais bon quand même pas très évident. Cette histoire a duré 10 ans et il se trouve qu'à ce moment-là il y avait des travaux sur le port dont les dards étaient modifiés. Et durant tous les travaux, je regardais en me disant je pense que cet endroit sera notre endroit. Là-dessus, j'ai rencontré Yann Tops. Je vous dis, tout est une histoire de rencontre. De là, je lui ai exposé mon idée et nous sommes partis pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, le jumping international de Monte-Carlo, c'est près de 1100 tonnes de sable, 1300 ballots de copeaux et 100 de foin pour les 220 chevaux engagés dans les 15 épreuves qui se déroulent sur 3 jours. La fédération monégasque sera bien représentée cette année avec une quinzaine de cavaliers engagés et parmi eux, une jeune cavalière monégasque participe pour la première fois à ce concours chez elle devant ses proches. C'est très stressant au départ mais après bon, je suis très contente. Enfin, hier j'ai amené la jument, j'avais la boule au ventre, enfin, j'étais hyper contente. Donc très contente d'être dans la ville. Dès la première épreuve, le défi est relevé en terminant sans faute. Alors très contente d'elle, elle est restée très sage. Je doutais un peu au départ, j'avais peur qu'elle ait peur de tout ce qu'il y a autour, mais non. Elle est restée très sage et au contrôle, un peu trop doucement, mais voilà, pour une première c'est très bien. Samedi, la compétition se clôturera avec le tant attendu Grand Prix du Prince de Monaco. L'étape monégasque du Longines Global Champions Tour réserve chaque année un grand spectacle pour les amateurs de sport équestre. Les 30 meilleurs cavaliers au monde tenteront de remporter ce prix tant convoité qui fête cette année ses 10 ans en principauté. Vous venez de le voir, le jumping international de Monte-Carlo a pris ses quartiers sur le port Hercule. Mademoiselle Charlotte Casiraghi, présidente d'honneur de cet événement, nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Je vous propose de la retrouver avant l'une de ces épreuves. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Le public a le plaisir de vous retrouver cette année encore sur cette édition 2015 du Jumping International de Monte-Carlo, dont vous êtes la présidente d'honneur, il faut le rappeler. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre passion pour l'équitation, pour le saut d'obstacle également? Comment est-ce que ça a débuté? Alors, ma maman est passionnée de chevaux, donc c'est vrai que c'est elle qui m'a un petit peu transmis cette passion. Et depuis que j'ai à peu près 2-3 ans, j'ai toujours pratiqué le cheval. Et ensuite, je me suis tournée vers le saut d'obstacle un peu plus tard. Mais c'est vrai que cette discipline équestre me plaît énormément parce qu'il y a ce côté assez imprévu, puisqu'on ne connaît pas le parcours à l'avance. On découvre à chaque fois un nouveau parcours. Et il y a le côté à la fois maîtrisé et en même temps non maîtrisé, puisqu'on découvre avec son cheval un parcours d'obstacles. Donc je trouve que ça, c'est un aspect du saut d'obstacle qui me plaît énormément. Et justement, le lien, j'imagine aussi, avec les chevaux que vous avez? Oui, alors ça, c'est sûr que le cheval est un animal magnifique, qui a une puissance physique importante, mais aussi qui a une certaine vulnérabilité, une certaine sensibilité. Donc on peut construire un lien extrêmement subtil avec son cheval et ça passe par une écoute justement de son langage, puisque le cheval a un langage corporel qu'on peut décrypter et c'est ça qui est passionnant. Et puis moi je les trouve tellement attachants, ils sont si forts et si fragiles en même temps et c'est un lien vraiment spécial. Et alors justement, vous êtes fidèle depuis de nombreuses années à cette compétition qui se déroule à Monaco. Et vous êtes également la marraine de l'une des épreuves qui a lieu régulièrement le vendredi soir, la Pro-Am Cup Monaco. Vous l'avez remportée d'ailleurs l'année dernière. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment cela fonctionne? Alors la Pro-Am Cup, en fait, c'est une épreuve par équipe avec un cavalier professionnel, un amateur. Donc, qui concourent ensemble et c'est le score des deux qui est additionné. Donc c'est comme un relais en quelque sorte. Et le public apprécie vraiment ce genre d'épreuve puisque dans le relais, il y a ce côté de complicité entre deux cavaliers qui s'affrontent. Et puis pour les professionnels aussi, c'est un moment
qui est peut-être avec moins de pression pour eux. Donc eux aussi prennent du plaisir à participer à cette épreuve et puis on essaye un petit peu de le mettre en scène pour que ce soit un petit peu plus festif pour le public. Oui, on le voit, chaque année le public est derrière vous. Et alors, avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur un des souvenirs les plus marquants que vous avez ici sur ce jumping? Oh, il y en a tellement, mais c'est vrai que ma victoire l'année dernière avec Edwina fait partie d'un des merveilleux souvenirs que j'ai de ce concours. Après, c'est vrai qu'on fête cette année les 20 ans du jumping, donc j'ai aussi des souvenirs enfants quand c'était parmi mes premiers concours. Donc c'était très impressionnant. Puis mon grand-père était venu, toute ma famille, donc ça fait partie des souvenirs du jumping. Et chaque année, je dois dire qu'il y a des moments toujours exceptionnels ici, puis de sentir toute ma famille, le public, d'être à Monaco. Chaque moment est unique et plus intense pour moi que sur d'autres compétitions. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. On va devoir vous laisser vous préparer pour vos épreuves d'aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ce journal est à présent terminé. On se quitte sur les prévisions météo de ces prochains jours et je vous souhaite un agréable week-end sur Monaco Info. Samedi, la journée sera largement ensoleillée, les températures seront bien de saison avec 22 degrés au lever du jour et 27 degrés dans l'après-midi. Dimanche, grand ciel bleu, une légère brise de mer se lèvera au cours de la journée. Les températures seront stationnaires. Lundi, toujours du soleil à l'horizon, les températures seront en légère hausse avec 23 degrés dans la matinée et 28 degrés au plus chaud de la journée. Et finalement, le mardi se passera sous un franc soleil, le thermomètre montera jusqu'à 29 degrés.